à tous. Dans un quart d'heure, c'est dans l'air. Et les nouvelles mesures pour renforcer la sécurité et pour aider la police. Par exemple, le couvre-feu pour les moins de 13 ans, la vidéosurveillance dans toutes les grandes villes, les nouveaux fichiers policiers et un contrôle renforcé d'Internet. Alors, où commence la sécurité et où s'arrêtent les libertés? Rendez-vous à 17h48 avec Yves Calvi pour ce C'est dans l'air. Mais d'abord et tout de suite, l'Afghanistan, Hervé Morin, le ministre de la Défense, dans C'est-à-dire. Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Vous êtes l'invité de C'est-à-dire ce soir car la France a perdu encore hier un soldat, le 40e soldat depuis le début de l'opération en Afghanistan, en guerre en Libart, il avait 20 ans. Alors, à chaque victime des talibans, dans les troupes françaises, américaines, on se demande finalement dans ce conflit qui a le dessus, les talibans ou les troupes de la coalition? On ne sait pas où on en est dans ce conflit en fait. Ce sont ce qu'on appelle des conflits asymétriques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que ce qui se passe en Afghanistan, c'est l'équivalent d'un conflit sur le théâtre centre-européen. Il n'y a pas un front avec des armées qui progresseraient ou qui reculeraient. Nous sommes dans des zones dans lesquelles certaines sont dans une vraie situation de stabilité et de sécurité, où nous pouvons mener nos projets de développement, nos projets de reconstruction. Il y a des zones qui sont au contraire en revanche extrêmement infiltrées, dangereuses, notamment le sud de l'Afghanistan, mais c'est un kaléidoscope. L'Afghanistan, c'est une multitude de vallées, de zones, de tribus, d'ethnies, et donc nous sommes dans cette situation où il y a toute une série de progrès que les Français, que l'opinion publique européenne ne perçoivent pas. Et oui, c'est ça la question. La scolarisation des enfants. Où en est-on? Des jeunes filles qui sont aujourd'hui scolarisées, 6 millions d'enfants scolarisés, des universités qui sont rouvertes, 80% des Afghans qui ont accès à un rudiment de santé alors qu'il n'était que 15% du temps des talibans. Est-ce qu'il y a des avancées militaires? Je prends un exemple. La zone de Surobi, là où nous avons perdu 10 hommes le 18 août dernier. Ouais. Eh bien, c'est une zone dans laquelle aujourd'hui la stabilité est assurée. Où même nos militaires sont capables d'aller dans le marché de la ville sans leurs armes et sans leurs gilets pare-balles. Où nous menons une vraie politique de coopération, de reconstruction de l'Afghanistan avec la population. Il faut que vous ayez en tête cette chose, c'est qu'il faut de la patience. Vous ne pouvez pas reconstruire un pays... C'est une patience qui coûte cher. Enfin, je ne veux pas avoir l'air particulièrement dans l'émotion, mais vous imaginez les familles des soldats français. Vous savez, je le sais puisque malheureusement je les rencontre, je vois leur peine, leur chagrin, leur désarroi, leur incompréhension. Je le sais malheureusement plus que tout autre. Mais je voudrais simplement vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la solution? Changer de stratégie, nous l'avons fait, et il était temps de le faire. Mieux respecter la population, mieux respecter la culture, les familles, faire en sorte que la population puisse jouer la coopération, qu'elle ait confiance dans les forces de l'Alliance pour pouvoir lutter contre les talibans. Mais au-delà du changement de stratégie qui était nécessaire, est-ce que nous pouvons partir? Est-ce que nous pouvons laisser, je vais répondre à votre question, est-ce que nous pouvons laisser l'Afghanistan retomber dans le chaos, redevenir le foyer du terrorisme international? Et est-ce que nous pouvons laisser un pays qui a pour voisin le Pakistan avec les risques de contagion possibles sur un pays qui a l'arme nucléaire ou la contagion sur les républiques d'Asie centrale? On voit bien que se joue en Afghanistan une partie de la stabilité et de la sécurité du monde. C'est difficile à comprendre. On connaît cet argument, mais on se demande si les nouveaux soldats que vous allez renvoyer là au printemps, ces 80 instructeurs, vont servir à quelque chose et surtout il y aura une fin en Afghanistan, si on veut sortir de ce bourbier. Pourquoi nous n'en avons envoyé que 80? Parce que la France a fait un effort très important depuis 2008, 1300 hommes de plus, c'était un effort extrêmement significatif et qui a soutenu un certain nombre de pays qui étaient en difficulté. Et là on cède à Obama? Non, absolument pas. Pourquoi nous avons envoyé des instructeurs? Parce que la clé de la sortie, c'est la formation, c'est le développement de l'armée, c'est le développement de la police, la capacité de leur transférer des zones de sécurité, comme nous l'avons fait déjà à Kaboul. Et donc nous avons décidé, puisque c'est dans le cœur de la stratégie française, de faire un effort supplémentaire sur l'instruction de l'armée. Alors je voudrais qu'on revienne simplement sur cette affaire de plainte, vous savez, déposée par 7 des 10 soldats, des familles des 10 soldats disparus donc en 2008 dans la Kapisa. Plainte qui a été rejetée par le parquet du tribunal militaire. On a l'impression que l'institution militaire ne veut vraiment pas de ce procès. D'abord, avant que vous répondiez, si vous permettez. Le parquet militaire, c'est pas un parquet militaire, ce sont des magistrats de l'ordre judiciaire qui sont affectés à ce tribunal.
Fermons la parenthèse. Très bien. Je voudrais quand même que vous réécoutiez les arguments de Joël Lepin, le porte-parole de ces familles, le père d'un des soldats tués, je l'ai vu souvent, qui expliquait dans C'est dans l'air pourquoi cette plainte, qui à ses yeux évidemment n'est pas antipatriotique, ni contre l'institution militaire, mais la chaîne de commandement sur cette opération. Écoutez-le. Je connais ces arguments. Nous restons avec encore beaucoup d'inconnus, d'autant plus que sur des points, je ne vais pas dire détails parce que c'est loin d'être un détail pour les familles, mais quand on ne vous donne pas la vérité sur la mort de votre fils, sur les conditions de la mort de votre fils, et qu'il faut attendre 10 mois pour savoir exactement comment votre fils est mort, alors qu'entre-temps, on vous a donné 7 ou 8 versions différentes, c'est non seulement déchirant, mais on se dit que si on vous ment là-dessus, on peut vous mentir sur beaucoup d'autres choses. S'il n'y a pas de procès, est-ce que les familles connaîtront la vérité? Il y a peut-être eu des erreurs dans la chaîne de commandement. Je n'ai rien caché. J'ai absolument rien caché. Et j'ai donné aux familles toutes les informations qu'elles souhaitaient avoir, même les conditions de la mort de leurs enfants. Je l'ai fait dans un vol entre Paris et Kaboul lorsque j'ai accompagné les familles françaises en Afghanistan en septembre, avec des schémas, et M. Lepin le sait, des schémas qui clairement montraient la progression des forces, les moments où certains de nos hommes tombaient, blessés ou morts, les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Ils ont même eu accès, pour celles qui le demandaient, aux autopsies qui ont été réalisées par les médecins qui ont eu les corps. Est-ce que la guerre peut excuser des erreurs dans la chaîne de commandement? Est-ce que ça ne vaut pas un procès? Pardon, mais c'est la question que posent les familles. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Ce n'est pas un fait divers. Le risque militaire, c'est un risque que d'ailleurs les soldats assument pleinement, totalement, qui fait partie de leur engagement, de la noblesse du métier militaire. Ils savent que cela peut conduire à la mort, que le combat peut conduire à la mort. Et l'incertitude militaire, vous l'aurez toujours dans des opérations de guerre. C'est inhérent à la fonction militaire. Et l'idée de la judiciarisation, c'est le risque de la paralysie des armées. Je crois qu'il faut bien mesurer les choses. S'il y avait des fautes réelles, sérieuses, avérées, bien entendu, mais il n'y a pas eu de faute. Il y a simplement le fait que dans une opération militaire, il y a un degré d'incertitude que vous ne pourrez jamais enlever, quelle que soit la situation, quels que soient les moyens technologiques. Nous avons perdu hier un 40e soldat. Nous y mettons tous les moyens sur chaque opération, d'observation, tout ce qui est possible. Mais vous ne limiterez jamais, vous n'arriverez jamais à être dans le risque zéro. Ça n'est pas possible. Hervé Morin, vous êtes le ministre de la Défense, mais vous êtes aussi, et on revient à la politique et les régionales, le patron du nouveau centre dans la majorité, parti issu de l'UDF, de la scission avec François Bayrou. Et alors c'est la polémique avec l'UMP en ce moment, en tout cas un certain nombre d'élus UMP sont très en colère parce que le président de la République vous aurait fait de trop belles places sur les listes au régional. Écoutez les arguments par exemple d'Éric Raoult d'Île-de-France ou encore de Thierry Lazzaro du Nord qui disent mais c'est pas possible, le nouveau sens a des places vraiment considérables et nous sommes mis de côté. Écoutez-les. On ne peut pas, je dirais, donner d'un coup de balai et dire que tout ce qui a été fait n'est pas bon. Et puis, vous voyez, vous connaissez le jour le plus long. Quand on a 2 élus mettre 2 parachutages, ça fait en sorte qu'on ressemble plutôt à Sainte-Mère-l'Église avec tous les parachutés qui arrivent et il y en a un qui reste sur le toit du clocher. Je représente quand même, moi, les militants de l'UMP. Le fait de donner la tête de liste à Valérie Létard me paraissait quand même un geste extrêmement fort de notre part. Aujourd'hui, sur les 20 premiers, il y a 12 UMP pur jus. Je trouve que le rapport de force est complètement déséquilibré. Les listes UMP, c'est des listes nouveau centre, presque maintenant, selon eux. Vous êtes les chouchous du président, alors. Mais nous avons, en 2007, décidé de soutenir le président de la République. Comme vous l'avez rappelé, nous avons créé le nouveau centre à la suite de notre séparation avec François Bayrou. Nous sommes allés dans cet engagement-là parce que pour nous, l'UDF, de par les valeurs que nous portons, soutenait Nicolas Sarkozy, devait soutenir Nicolas Sarkozy. Cet engagement politique, aujourd'hui vous avez le bénéfice de ce il correspond au contrat de coalition que nous avons signé en quelque sorte avec le président de la République. Oui, mais si ça crée une polémique avec le fort des troupes de l'UMP, je voudrais simplement vous dire les régionales à cause de ça, parce que vous êtes divisés. Ça n'est pas moi qui l'ai écrit, mais la droite en France ne s'est jamais résumée au singulier. Il y a toujours eu des droites en France. Il y a toujours eu 2 candidats à l'élection présidentielle. L'un représentant un parti soi-disant plus conservateur et l'autre représentant
un parti plus modéré, de centre-droit, portant un humanisme libéral, portant l'idéal européen. Ce parti-là, c'est celui que nous voulons incarner et il correspond à des Français qui se reconnaissent dans cette famille, dans ce courant de pensée. On comprend que vous le défendiez d'un mot simplement. Vous ne risquez pas de porter la responsabilité de la défaite de la droite au régional éventuellement, si on dit mais finalement c'est à cause d'eux qu'on s'est divisé. Non, au contraire, on a fait le pari de l'union, comme on le fait depuis 2007, et c'est ce pari de l'union que nous faisons jusqu'aux élections régionales. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette année. Merci. Vous restez avec nous, on revient avec Yves Calvi et ses invités dans un instant dans C'est dans l'air sur les nouvelles mesures pour renforcer la sécurité et aider la police. Et on s'interrogera sur les limites et de la sécurité et des libertés. C'est dans l'air, Yves Calvi, dans un instant.